ces différents pouvoirs, on peut dire ceci. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, comme ils disent, en toutes circonstances, au nom de la société, mais dans la limite des pouvoirs qui sont réservés expressément à l'Assemblée des actionnaires. Le président du conseil dit, d'après le système Powada, il veille à ce que le conseil soit en mesure de faire son travail de contrôle de la gestion qui est confié au directeur général. Et si le président est en même temps directeur général, PDG, on le considère comme investi des pouvoirs les plus étendus qu'il doit exercer dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément confiés aux assemblées générales et au conseil d'administration. Le directeur général, lui, il est investi des pouvoirs les plus étendus, il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées générales et spécialement réservés au conseil d'administration. Du point de vue des principes, c'est très clair. Conseil d'administration, président, directeur général. On regarde la combinaison de ces textes et on se rend compte que le pouvoir dans la société anonyme, le pouvoir de gestion, appartient au conseil, qui lui en délègue la fonction exécutive au directeur général sous son contrôle et sous sa surveillance. Très étroit, commandé par la nécessité de la régulation du pouvoir dans la société. Le président, je répète, doit s'assurer que les administrateurs ont les moyens de faire leur travail de contrôle et ces administrateurs eux-mêmes doivent surveiller ou contrôler le président dans sa fonction. Est-ce qu'il les met en mesure de faire le contrôle? Ce sont ces rapports que la théorie du gouvernement d'entreprise contribue à affiner dans le sens du renforcement des pouvoirs de l'administrateur. Et cet affinement est aujourd'hui à un point tel qu'il n'est pas du tout hérétique de se poser la question de l'opportunité de faire de la fonction d'administrateur un métier. C'est l'objet de mon demande de traiter. En outre, au regard, on l'a évoqué tout à l'heure, de l'actualité sénégalaise relativement à la crise qui secoue certaines grandes entreprises, on en a cru à un moment donné à l'abri de tout séisme, je ne les nomme pas, il y a tout l'heure aujourd'hui de s'interroger le droit qui régit le fonctionnement des conseils en vue de la confrontation de ce droit avec la pratique. Et pour ces différentes raisons, je vais d'abord vous permettre de préciser les concepts, ensuite je reposerai la problématique, je verrai pourquoi et comment le métier de la fonction d'administrateur doit muer un métier, et enfin on essaiera de poser des enjeux qui seront les moyens d'ouvrir les débats dans les ateliers. D'abord les concepts. Administrateur pour la c'est l'organe collégial qui est investi d'après la loi des pouvoirs les plus étendus. Maintenant, le concept de métier. Le métier, c'est une activité. Ça vient du mot latin ministrio, qui signifie à l'époque service de détail. La fille du ministre, c'était service de détail à l'époque. Office, et qui évolua vers les mots ministère et métier. Aujourd'hui, le mot métier a plusieurs sens. C'est une activité humaine, une profession. Le métier est le corps et la profession, la corporation professionnelle, regroupant ceux exerçant le même métier et un même activité. Avoir du métier signifie également avoir une expérience, une connaissance, une habilité acquise par la pratique. En conséquence, le métier, c'est une activité humaine, le plus souvent à but lucratif. C'est un savoir-faire acquis, et lorsque le métier le permet, une amélioration de ce savoir. Aujourd'hui, l'exercice de métier est fréquemment précédé de l'apprentissage. On exerce son métier soit librement, en freelance, profession libérale, artiste, soit comme entrepreneur, chef d'entreprise, commerçant, agriculteur, soit comme salarié. Et dans ce cas, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, on s'appellera fonctionnaire. Alors, la question de savoir, c'est ça la problématique, est-ce qu'il faut aller vers une transformation de ce mandat d'administrateur vers une profession, on dirait, à la limite permanente? C'est cette question-là qu'il va falloir régler dans cette communication. Alors, il s'agit, moi, de faire de la fonction s'exerçant par le biais d'un mandat à durée déterminée, un métier qui s'inscrit plutôt dans la durée. Dans le mandat, et la loi même, le système Powada, limite ça. Ça paraît paradoxal, et généralement les juristes, dans la recherche de la bonne gouvernance, estiment qu'il n'est pas du tout indiqué que le titulaire de mandat puisse considérer ce mandat comme un métier. C'est ce qui explique dans un vraiment tout autre registre et en vue de la moralisation de la vie publique, la croisade contre ceux que l'on qualifie de politiciens professionnels qui sont toujours en quête de mandat à truster, quelle que soit la couleur de celui qui gouverne. Mais peut-être c'est cela, c'est peut-être la réelle politique
comme certains États le pratiquaient du temps de la guerre froide. En tout état de cause, et pour revenir à notre registre de tabac, il me semble qu'il y a malgré tout une nécessité, si on va aller dans le sens de la bonne gouvernance des entreprises, il y a une impérieuse nécessité à aller dans le sens de faire de ce mandat particulier d'administrateur, de cette fonction particulière d'administrateur, il faut en faire un métier au sens de la définition que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir une profession habituelle. Alors, pourquoi et comment? Pourquoi en faire un métier? Comment en faire un métier? Créer de manière globale une obligation de transparence dans le conseil et surtout du fait que les administrateurs, même s'ils ne sont pas investis de pouvoir individuel, sont tenus individuellement et d'égales discomposés dans la gestion de la société. Et cela peut paraître également particulier et paradoxal. Pour revenir ici, on peut dire que ceci, d'abord en termes d'influence de corporate gouvernance, en créant leur société, les associés signent un contrat, non seulement entre eux, mais aussi avec les dirigeants qui se sont choisis. Ces derniers deviennent les mandataires des associés et ont pour fonction de défendre les intérêts patrimoniaux de ceux au profit duquel ils exercent le pouvoir. Ce lien de mandat, on dirait l'agent, est aujourd'hui appréhendé par la doctrine anglo-saxonne essentiellement sous le nom de théorie de l'agence. Et je voudrais parler, en pensant aux syndicalistes, que derrière cette théorie d'agence qui pour l'instant réduit le contrat entre les associés, actionnaires et dirigeants, on peut trouver d'autres stakeholders dans la société qui pourraient être des salariés, qui pourraient également être partie prenante à ce contrat-là. C'est pour ne pas qu'à la fin de l'exposé, on te dise que tu as oublié les salariés. Une première, celui de cette définition d'un constat. Le premier constat, cette théorie insiste sur le conflit d'intérêts dans lequel se trouve ce mandataire qui est naturellement tenté de servir ses propres intérêts alors qu'il est désigné pour servir l'intérêt d'autres. On l'a signalé et je crois que l'exposé de M. le ministre Bissot parlait de cette question. Deuxième constat, on met l'accent dans cette théorie sur le contrôle du dirigeant qui doit être facilité par la mise à disposition de toute information utile à cet effet, par la promotion de normes de comportement éthiques fondées sur la transparence et l'équité, et surtout par la multiplication des postes de surveillance à travers la construction de nombreux comités internes auprès du conseil d'administration. Un des ateliers parlera de ces questions. En conséquence, avec cette théorie, on voit une multiplication des obligations d'informer toutes les parties prenantes, dont les administrateurs, surtout minoritaires, qui ne sont pas impliqués dans la gestion généralement. Donc tous ces administrateurs vont réclamer leur part d'information en vue d'exercer de par cette pouvoir le contrôle sur l'action des dirigeants. Ici, je vais faire une petite digression pour vous donner l'occasion de signaler que le principal moyen de contrôler la gestion est constitué par les comptes de la société. Pour faire correspondre la fonction d'administrateur aux exigences de la corporate governance, il convient de prêter une attention à deux questions fondamentales pour toute stratégie de réhabilitation du conseil. Il faut d'une part une bonne précision, et on en a parlé dans les discours, du rôle du conseil. Il faut d'autre part une toute aussi bonne précision du rôle de l'administrateur dans le conseil. Charge des objectifs de la société et des orientations à donner à son administration. Il contrôle la gestion quotidienne effectuée par le directeur général. Il doit arrêter les comptes tous les ans. Ça, c'est la loi de Chariot. C'est donc un organe décisif qui doit se prononcer de manière collégiale. Encore la loi de conseil. Mais dans la pratique, les conseils, à quelques rares exceptions près, je suis persuadé que les membres de l'ISA, dans leur conseil, ça ne fonctionne pas de cette manière. Les conseils, à quelques rares exceptions près, sont beaucoup plus proches de chambres d'enregistrement que d'organes de contrôle. En outre, il est souvent apparu que le président, qui est beaucoup plus présent, exerce beaucoup plus ses prérogatives du conseil que les conseillers eux-mêmes dans les instances régulières. C'est contre cet état de fait que le droit et des personnes soucieuses d'intégrer les principes du corporate governance, notamment l'ISA, peut lutter en exigeant que le conseil joue son véritable rôle de détermination de la politique générale de la société. Politique qui doit être un cadre contraignant pour le directeur général chargé de la gestion quotidienne et pour le président chargé de la surveillance du bon fonctionnement de la société. Cette exigence n'est pas du tout neutre. Elle permet, bien comprise, de faire admettre aux administrateurs ce qui est attendu d'eux dans le cadre du fonctionnement du conseil et en conséquence, quelles sont les qualités attendues du bon administrateur. C'est une chose intéressante. Un actionnaire minoritaire, un administrateur minoritaire pourrait se faire entendre
dès lors que le en cause une décision du Conseil pour laquelle il a été mis devant le fait accompli, et au cas où la décision se révèle préjudiciable, non seulement on peut l'annuler, mais il y a la possibilité d'engager la responsabilité des dirigeants et des autres administrateurs. Donc, le droit pénètre franchement le système de management en prison. C'est vraiment une nouvelle obligation. Enfin, dernière qualité, le bon administrateur, c'est celui qui est indépendant. On n'a pas. La notion d'administrateur indépendant est introduite par les chartes éthiques. On voit des traces dans la charte de l'ISA. La charte éthique, il réagissait face aux critiques portées sur la composition des conseils à la suite d'agissements déloyaux. L'administrateur indépendant est celui qui n'entretient aucun rapport, aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre sa liberté de jugement. Dans la conception française, l'administrateur indépendant est un personnage complètement extérieur dont la fonction est de poser des questions que les autres n'osent pas poser. J'ai une collègue qui a qualifié cet administrateur indépendant de fou du roi. C'est celui qui dit des choses que personne ne dit. Après donc cette revue sur les qualités de bon administrateur, la question d'abord d'esprit et qui peut faire l'objet d'un véritable débat ouvert est celui-ci. Pour être administrateur, faut-il mieux tout à la fois connaître l'entreprise et être impliqué dans son activité, ce qui désigne les actionnaires, certains créanciers et partenaires comme les banques, les principaux fournisseurs, mais avec le risque ici d'être très peu critique dans le conseil. Ou alors, pour marche de l'alternative, faut-il mieux qu'être extérieur, impartial et compétent, ce qui désigne les activistes et les professeurs comme moi, comme administrateurs, le choix, mais avec le risque de ne pas bien maîtriser ce dont on parle. C'est-à-dire la gestion concrète des affaires. J'en parle au milieu du presse, je ne sais pas comment gérer dans cette situation. Donc, où se situe le juste milieu entre les deux? Peut-être que les débats de tout à l'heure dans la commission permettront d'avancer sur cette question que certains ont qualifiée également de pauvre alternative. L'enjeu considérable dans notre espace économique, on en a parlé tout à l'heure, caractérisé par le manque de compétitivité notoire de nos entreprises de la place, un appel permanent et accéléré depuis la fin des années 80 à l'investissement étranger, et par des déclarations les unes plus importantes que les autres sur la nécessité d'une bonne gouvernance publique ou privée d'ailleurs. C'est lui qui vient simple à peine. On voit ainsi que la question objet de notre communication présente de sérieux enjeux qui peuvent se mesurer selon qu'il s'agisse de l'espace politique, de l'espace économique ou de celui de la recherche. D'abord, pour l'espace politique, on peut voir à priori que les questions politiques ne sont pas en cause ici, et qu'il ne s'agit d'agir que sur des questions purement privées, n'intéressant que le mode de fonctionnement des sociétés commerciales purement privées. C'est pas ça, il n'en est rien. Il faut rappeler que l'État et sa politique sont plus que présents ici. Les grandes crises concernent toutes les sociétés par lesquelles l'État fait du commerce, aussi ne serait-il pas superflu que l'État lui-même commence à donner de bons exemples dans le fonctionnement du système de des sociétés et des entreprises publiques. De ce point de vue, le discours que je viens d'entendre est très encourageant. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, si on pensait des travaux sur la corniche, on a vu une structure qui n'a rien d'une société commerciale, qui s'appelle là aussi se vanter de bien dans son conseil de surveillance. On retrouve le Forum civil, on retrouve la radio, on retrouve les journalistes de Saint-Piste. Ce sont donc des gens qui n'ont rien à voir avec la structure et qui viendraient peut-être apporter une voix discordante ou en tout cas une voix indépendante dans l'appréciation de ce que ferait l'annonce. En conséquence, on peut se poser la question ici, de manière légitime, du rôle des administrateurs de l'État, et on l'a posé, monsieur le représentant, et le premier ministre de l'économie et des finances, question du rôle des administrateurs de l'État dans les conseils et organes délibérants des entreprises publiques. Question d'actualité et question fondamentale qu'il faut aborder sans passion et avec toute l'objectivité qui caractérise les membres de l'Institut sénégalais des administrateurs, appelant à la promotion de cette qualité chez les administrateurs. Les commissaires au compte, les comités spécialisés, on en parlait tout à l'heure, les administrateurs indépendants, le jugement quelquefois est un élément de contre-pouvoir parce que de temps en temps, ils s'initient dans le fonctionnement de l'entreprise. Et non seulement des éléments de contre-pouvoir des dirigeants, mais ils font depuis également une éthique du comportement des acteurs fondés sur des valeurs unanimement admises par le monde. Ces valeurs que sont la transparence, l'indépendance, l'impartialité, la loyauté, etc. Il faut voir la charte de l'ISA, je fais beaucoup de but pour l'ISA, mais voyez la charte, vous verrez. C'est la preuve que le corporate governance est bien fondé sur la création d'organismes à côté du conseil et la promotion du critique de comportement. C'est aussi la preuve que l'on est bien dans ce que l'on appelle aujourd'hui la régulation
au sens où il s'agit d'organiser, par des normes contraignantes, juridiques ou non, organiser un rapport, de façon à ce que ce rapport puisse fonctionner d'une manière beaucoup plus équilibrée que si on avait laissé faire la nature. N'y a-t-il pas ainsi une très forte passerelle entre la théorie du corporate governance et la théorie de la régulation? Ceci pour dire que l'État, qui affirme sa neutralité par rapport au marché économique en déléguant la gestion de certains secteurs d'infrastructures ou secteurs sensibles à des instances autonomes qu'on appelle aujourd'hui des organes de régulation, est-ce que l'État pourrait ne pas avoir d'obstacle à la promotion d'administrateurs indépendants, ce qui serait l'équivalent de la dotation du mandat d'administrateur en métier? Voilà, Monsieur le ministre, ce que je